Bonjour chers amis, bienvenue sur Radio Courtoisie dans le libre journal de Pierre-Alexandre Bouclet qui est en vacances et qui m'a imprudemment cédé sa place. J'en ai profité pour concocter un programme absolument désespérant. Voilà, est-ce que nous allons tomber dans la guerre la plus complète ? Est-ce qu'il était intelligent de reconnaître l'État palestinien ? Est-ce que les Gazaouis sont véritablement en train de mourir de faim ? Comment meurt-on en ce moment même au Congo grâce aux islamistes ? Et la France se prépare-t-elle à la guerre ? Voici le programme de la première partie et c'est avec des gens joyeux et tout aussi guerriers que nous allons entamer cette grande traversée des malheurs du monde et des conflits pour arriver sans doute à l'agréable conclusion que nous ne sommes absolument pas préparés, mais que c'est pas grave, que Macron va certainement sortir un communiqué triomphant d'ici juin 2027. J'ai avec moi donc le plaisir d'accueillir Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia, si je ne m'abuse. Oui, yes. Voilà. Yes. Charles-Henri Deloy, journaliste et écrivain. Arthur de Vatrigan. Bonjour, je suis toujours pas écrivain. Je suis toujours pas journaliste, je veux dire. Ah oui, c'est ça. Non, parce que comme j'ai lu un de tes bouquins il y a pas longtemps, du coup j'étais super étonné, Charles-Henri. Et Arthur de Vatrigan, qui lui est juste journaliste et vraisemblablement écrivain aussi, mais il nous le révélera une fois qu'il sera à la retraite. Merci beaucoup d'être avec nous et nous allons tout de suite commencer par quelque chose qui n'était absolument pas au programme, et ce serait dommage de pas du tout en parler. Donald Trump, en matière de conflit économique, vient de donner une petite leçon à l'Union européenne en expliquant qu'en fait, dans sa bénigne mansuétude, il ne nous collerait que 15% de droits de douane et qu'il était hors de question, évidemment, qu'une quelconque contrepartie soit exigée par l'Union européenne, qui d'ailleurs a très docilement gelé toutes les armes économiques qu'elle s'apprêtait à déchaîner contre la superpuissance américaine. Et pour faire bon poids et bonne mesure, non seulement on va être taxé à mort, mais en plus, il est hors de question qu'on achète une seule arme à la France, puisqu'il y a des centaines de milliards de dollars qu'il est prévu de dépenser en achat d'armes américaines. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Yves Le Gallou ? Est-ce que c'est une fois de plus une de ces victoires européennes dont Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron aiment se repaître ? Non, je crois que c'est une défaite absolue pour deux raisons. La première, c'est d'abord que l'idéologie de l'Union européenne, c'est l'ouverture des frontières. Et donc, à partir du moment où il y a en face un État protectionniste ou qui met en place des protections douanières, il y a une espèce d'incompréhension et d'une incapacité de répondre à cet État. La deuxième raison, c'est que dans une négociation commerciale, celui qui est en position de force pour mettre des droits de douane, c'est celui qui importe plus de produits qu'il n'en exporte chez l'autre. Concrètement, ça veut dire que l'Europe était en position de mettre des droits de douane à la Chine, parce qu'elle importe plus qu'elle n'exporte, et que les États-Unis étaient en mesure de mettre des droits de douane sur l'Europe, parce qu'ils importent plus qu'ils exportent. Et donc l'Europe démarrait avec une position de faiblesse en ce qui concerne les produits manufacturés. Reste, vous allez me dire, les armes, mais les armes, la majorité des dirigeants européens étant peu ou prou des agents de l'État profond américain, c'est-à-dire des marchands d'armes américains, il ne fallait pas beaucoup s'attendre à une quelconque résistance de leur part de ce côté-là, à part effectivement la France qui continue de produire des armes, les autres achètent leurs armes aux Américains, donc les armes, on les sort. Restent donc les produits manufacturés civils pour lesquels il y a plus d'importations américaines de produits européens en Amérique que d'exportation, donc ils peuvent mettre des droits de douane plus facilement. Reste un dernier point, les services numériques notamment, où là il y avait peut-être une possibilité de représailles, mais si vous regardez de près le communiqué de M. Haddad, qui est ministre, je ne sais plus trop de quoi, de l'Europe peut-être, de M. Haddad, il explique on a pu maintenir nos règles sur le numérique. Il présente ça comme une victoire, donc on ne livre pas la guerre tarifaire ou la guerre fiscale sur le numérique, mais on a maintenu nos règles, c'est-à-dire la censure. Voilà la réalité des choses. Et donc, l'Europe était très mal partie dans cette négociation. On a maintenu la censure, mais on continue à acheter à Microsoft et à d'autres fournisseurs américains des solutions numériques, alors que, par exemple, le Danemark a décidé d'aller au bout de sa logique de souveraineté en interdisant désormais tout contrat
national, administratif, avec les opérateurs américains. Ça, c'est quelque chose que M. Haddad aurait pu faire, mais évidemment... Enfin, M. Haddad, il a fait carrière à l'Hudson Institute et à l'Atlantic Council, qui l'a payé très généreusement pendant des années. Donc M. Haddad, faut dire les choses concrètement, c'est un agent de l'État profond américain. Voilà. Alors là, je ne peux pas vous laisser dire ça, Jean-Yves, parce que c'est la maîtrise de l'antenne. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été payé pendant plusieurs années par les Américains que c'est un agent américain. C'est une hypothèse qu'on peut formuler. C'est admirablement bien l'antenne. C'est une hypothèse qu'on peut formuler, mais on ne peut pas l'affirmer. Je pense que si M. Haddad se risquait un procès en diffamation par rapport à cette affirmation, il le perdrait. Voilà. Mais vous avez raison de maintenir l'antenne. Merci beaucoup, Jean-Yves. Arthur de Vatrigan, sur ce premier conflit de la série de ce soir, que pensez-vous de la manière dont Donald Trump a mené cette négociation, s'il faut vraiment employer ce terme, avec l'Union européenne? Que pensez-vous du rôle d'Ursula von der Leyen? Que pensez-vous des déclarations comiques de François Bayrou? Première chose, on nous dit finalement on s'en tire pas trop mal parce que c'est 15%. Ce qui est énorme. Peut-être ajouter. Oui, mais sauf qu'en fait, c'est pas 15%. Parce que l'euro par rapport au dollar s'est apprécié 13% depuis 2025. Donc, si vous voulez, le prix, le coût du bien, ça va être le double de ce qu'on nous annonce déjà. Ça va pas être 13 ou 15%, ça va être 28 voire 30%, parce qu'avec le taux de change, on n'est pas sur le même niveau. Ensuite, c'est encore une moyenne, et c'est une moyenne qui favorise, on va dire, l'Allemagne pour changer. Parce que, étonnamment, les spiritueux, le vin, Von der Leyen a dit oui, mais ça, on verra plus tard. Mais forcément, les schleux, ils n'ont pas de pinard et pas de spiritueux à vendre. Donc, eux, ils sont tranquilles sur leur voiture. Par contre, nous, les voitures, on les exporte pas, donc même 1% à peine aux États-Unis, donc c'est-à-dire Kochi. Par contre, le champagne, les spiritueux, le cognac, tout ça, si, mais ça, on s'en fiche en fait. L'Union européenne, de toute façon, c'est l'Allemagne qui dirige. Ensuite, sur le mythe de l'Union européenne, vous avez quand même vendu depuis que l'Union existe qu'ensemble on est plus fort et tout devient possible, tout ça. Je vois que les Anglais, tout seuls, ils ont négocié à 10. Nous, à 28, on a négocié à 15. Oui, mais on a négocié ensemble, Arthur de Vatrigan. Oui, voilà, on a négocié ensemble. Donc, ensemble, on est plus nuls que les Anglais. Et quand on est français, ça fait un peu mal. Donc, ça, c'est pas très agréable. Et ensuite, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on négocie? Nous, on avait quand même, en temps de guerre, parce que paraît que ça pète de partout, qu'il y a des conflits de tous les côtés et que ça s'approche de plus en plus de la France. On a quand même une industrie de l'armement qui n'était pas si nulle. Et bizarrement, l'oncle Sam, comme d'hab, elle arrive, il dit en fait, je vais faire la paix partout, puis vous allez acheter des armes que chez moi. Et puis les armes que chez moi, c'est pratique parce qu'en plus, on peut les contrôler à distance. Parce que si au cas où ça ne vous plaît pas, paf, on des armes, et puis vous avez des armes, mais vous ne pouvez pas vous en servir. Donc non seulement on se fait avoir, non seulement on va payer plus cher, mais en plus on perd encore un peu plus de souveraineté et un peu plus de souveraineté sur sur la partie défense qui en ce moment et dans les années à venir, entendre tout le monde, y compris le président Macron qui prend un air martial à chaque fois de plus en plus important, on va pas pouvoir se défendre. Ce qui est un peu embêtant. Enfin, on va pouvoir se défendre tout seul avec nos systèmes d'armes ou chaque fois, évidemment, qu'on rentrera dans le système de l'OTAN, dont je rappelle qu'Emmanuel Macron expliquait qu'il était en état de mort cérébrale, encore une prédiction qui s'est heureusement réalisée, nous serons évidemment aux mains des Américains. Charles-Henri Deloy, de là où vous êtes, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez tout dit, j'ajouterais simplement que ça fait maintenant 50 ans qu'on a fait allégeance aux États-Unis en matière d'informatique. On aurait très bien pu développer en Europe nos propres systèmes informatiques, ça aurait été bien. Malheureusement, pour des raisons bassement commerciales, on a fait totalement allégeance à l'informatique. On est dépendant des firmes américaines à ce sujet, mais à 100%. C'est quelque chose d'extraordinaire. On avait, je crois, C2I Honeywell Bull, non? C'était à l'époque. C'est C2I qui, effectivement, au tout début, qui effectivement a peu qui évolué. A été racheté, enfin bref. Thierry Breton avait déjà mis les mains dans ces heureux succès. Voilà. Et puis, quand on a la possibilité de vendre des armes, on renonce pour des causes humanitaires, morales. Alors, évidemment, quand on vend des armes, c'est pour faire la guerre. Je me souviens qu'il y avait la Russie au temps où
On était encore pas trop mal avec la Russie. On devait leur vendre, je sais plus combien de sous-marins, enfin Et des et frégates. puis et des frégates. Et Monsieur François Hollande a mis son veto brutal parce que bah, enfin, c'était presque la guerre en Ukraine. Enfin, il y avait eu un petit, une petite dispute. Et puis, on va jusqu'à les vexer en fermant leur stand au Bourget, là, pour le salon Ça c'est les de... Israéliens, c'est pas les Russes, hein, mais Oui, mais je crois les Russes ont aussi été interdits oui, c'est ça. d'exposition, il me semble. Ouais. Eux, carrément, ils n'ont pas pu venir vendre. Oui, Mais c'est ça, ils n'ont pas pu, oui, ils ont pas pu venir. Oui, on va pas faire, mais enfin, c'est encore pire, ils n'ont même pas pu venir. Enfin voilà, donc tout ça pour dire que, bah, comme toujours, bon, bah, on baisse notre pantalon et puis voilà, quoi. Jean-Yves. Je voudrais ajouter une autre chose. Il y a un certain nombre de succès dans les ventes d'armes, notamment avec le Rafale. La France a réussi à vendre des Rafales à l'Inde, à l'Indonésie. Et étant donné qu'il y a un partenariat avec l'Indonésie, on a vu défiler au premier rang le 14 juillet l'armée indonésienne, le président indonésien étant en tribune. Ça, très bien. Mais Il devait y avoir, après le défilé, une réunion avec le président Macron, avec les entreprises, pour essayer de pousser un peu plus loin la coopération avec l'Indonésie. Et le président indonésien est parti en raison des positions de Macron en politique étrangère, notamment ses positions extrêmement anti-russes, qui ne convenaient pas tout à fait au président indonésien, qui est partie prenante du Grand Sud, et qui donc n'était pas d'accord avec ça. Et donc, pour des déclarations flattant le narcissisme de notre président, on a contribué à démolir un des rares succès commerciaux en matière de vente d'armes avec un pays quand même très important qui est l'Indonésie, qui est quand même un des géants de l'Asie. Rappelons effectivement que le président indonésien qui était prévu pour un dîner le 14 juillet à l'Élysée, ou en tout cas avec le locataire de l'Élysée, s'est tiré sans honorer le dîner et a expliqué ou a fait savoir que l'ensemble des contrats mirifiques dont Emmanuel Macron s'était vanté lors de sa tournée dans le Pacifique au premier semestre de 2025 seraient sans doute nuls et non avenus, et que les quelques Rafales qu'il avait achetés ne seraient suivis d'aucun de ceux qu'il avait promis alors d'acheter. Donc encore un succès éclatant de la diplomatie macronienne. Puisqu'on est reparti sur évidemment mon péché mignon, dire du mal de Macron. D'ailleurs, vous pouvez vous aussi dire du mal de Macron, ou si vous voulez, si vous y tenez absolument, dire du mal de Charles-Henri Deloye en Oui, appelant. Ah mais je vais être obligé de m'arroger la maîtrise de l'antenne, là. Non, pardon. Non, vous pouvez dire du mal de chacun de nous, donc Jean-Yves Le Si, Gallot, mais, Charles-Henri Deloye, Richard mais Dessèze dites et Arthur de du mal. Vatrigan. Dites Voilà. du mal. En appelant le 01 46 51 00 85 ou en écrivant à courtoisie@rc.fr. Revenons sur Macron. Il a décidé de reconnaître l'État palestinien. Alors, il avait déjà dit qu'il le ferait, il l'avait annulé parce qu'un conflit avait éclaté et qu'évidemment ça gênait son propre calendrier qui consiste à concentrer les regards du monde sur sa personne. Il l'a remis sur la table, c'est censé avoir lieu en septembre en Arabie Saoudite, et déjà, les partenaires comme Keir Starmer, avec qui il a eu une entrevue il y a quelques semaines en expliquant à quel point le Brexit était effacé, déjà Keir Starmer, en anglais perfide, c'est-à-dire en anglais, commence à se retirer sur la pointe des pieds de la grande manifestation de reconnaissance de l'État palestinien. Cela dit, Charles-Henri Deloye, est-ce qu'il est intelligent aujourd'hui, en 2025, pour la France, de reconnaître l'État palestinien ? Faut que je dise du mal de qui, là? Non, alors je pense qu'il y a plusieurs réponses possibles, parce qu'on peut reconnaître l'État palestinien et on peut aussi questionner les motifs pour lesquels Emmanuel Macron reconnaît l'État palestinien. En fait, c'était ni fait ni à faire. Enfin, c'était pas le moment. Sur le fond, c'est discutable. Déjà, bon, parce que pour tout un tas de raisons, ce serait très très long d'expliquer tout ça, mais il le fait vraiment au mauvais moment. Ça sonne vraiment l'opportunisme le plus vil, enfin le plus bas. Ça nous met mal avec énormément de pays. En plus, ça donne l'impression que c'est une victoire du terrorisme. Enfin, vraiment,
Je discute pas du fond, là, sur la forme. Et mais en diplomatie, quand même, la forme compte énormément. Donc voilà, c'était tout simplement déjà pas le moment. Euh, Ça a été fait en plus d'une façon minable, quoi, d'un coup de tweet comme ça. Maintenant, ils parlent que par tweet. Non, mais Ah, c'est mais c'est très incroyable. bien. Ah, ben, moi aussi, je ne Ouais. parle que par tweet. Sinon, Oui, mais enfin, sinon c'est pardon, 2 heures à la Jean-Yves, mais télévision à chaque vous fois. Hein, n'êtes pas le président de la République. Alors oui, c'est vrai, ça nous épargne 2 heures à la télé. Mais on a l'impression il règle ça comme, je sais pas moi, comme si il prenait rendez-vous avec sa femme de ménage, quoi. C'est pathétique. Jean-Yves Le Gallou, sur cette reconnaissance de l'État palestinien. Ben, moi, je crois que reconnaître ou ne pas reconnaître l'État palestinien n'a dans les faits pas grande importance, parce que l'État palestinien n'existe pas, et que je vois mal comment il pourrait exister. Pourquoi il n'existe pas? Parce que Israël a étendu considérablement son territoire, qu'aujourd'hui la Cisjordanie, qui reste la base de l'État palestinien, est quand même de plus en plus mitée, si on peut dire, par les colonies israéliennes. Et donc l'État palestinien, bah, il n'a pas de territoire, ou il a un territoire qui se réduit en peau de chagrin en Cisjordanie, et qui est quand même dans un état assez catastrophique à Gaza. Donc, un État, c'est d'abord un territoire. Ben, je ne vois pas où est aujourd'hui le territoire d'un État palestinien. Je ne vois pas où il est. Alors, on peut le regretter, on peut trouver que c'est mal, on peut trouver que ses conquêtes sont pas bien, on peut trouver tout ça, mais c'est un fait. C'est un fait. Il n'y a pas de territoire. Ensuite, est-ce qu'il y a un projet politique derrière? Ben, je ne suis pas sûr non plus, parce que entre l'autorité palestinienne de M. Mahmoud Abbas et le Hamas, il y a quand même non seulement un écart géographique, mais aussi un écart politique important. Donc je crois que ça relève un peu de... c'est de l'illusion. Et je pense que la diplomatie suppose quand même de tenir compte d'un certain nombre de réalités de terrain, et aussi de réalités par rapport aux propres capacités qu'on peut avoir. De même, on peut dire, de la même façon, on peut dire il faut faire rendre gorge à la Russie. Bah oui, on peut dire ça. La réalité, c'est qu'au final, la Russie va annexer la Crimée, qu'elle a déjà annexée d'ailleurs, le Donbass et une partie du sud et de l'ouest et de l'est, pardon, de l'Ukraine. Alors là aussi, on peut le regretter, mais la réalité du terrain, c'est ça. On reparlera de l'Ukraine tout à l'heure. La diplomatie de Macron, elle est complètement déconnectée. Ça consiste à se mettre en scène sans avoir les instruments de la puissance. Ah, Arthur de Vatrigan, sur le fond, on critiquera à nouveau Macron pour le plaisir, et parce que c'est nécessaire, mais sur le fond, est-ce que la reconnaissance de l'État palestinien est une bonne idée? Si vous me permettez, je vais commencer par un hors-sujet pour dire du bien de la France et se rappeler de ce qu'on était avant. C'est juste sur le sujet d'avant, on a dit, Charles-Henri Deloye, je crois, a dit on s'était vendu l'informatique, on s'était vendu aux États-Unis. En fait, avant de se vendre aux États-Unis, on avait fait une grosse erreur politique, parce que je rappelle qu'un certain polytechnicien du nom de Louis Pouzin avait inventé Internet en 1975 avec un programme appelé Cyclade et un système de datagramme. Il avait réussi à connecter différents ordinateurs sur tout le territoire national, une dizaine d'ordinateurs. Et Giscard et ses polytechniciens visionnaires comme Macron en 1978 se sont dit non, on va arrêter ce programme qui n'ira pas bien loin, on va tout mettre sur un programme qui aura un succès planétaire, à savoir le Minitel. Donc on aurait pu tout vendre, les Américains auraient pu se vendre à nous si on avait réussi politiquement. Mais pour revenir à votre question, je pense que Emmanuel Macron, de toute façon, il faut essayer parfois d'éviter de chercher des raisons intellectuelles ou des raisons politiques. C'est souvent le narcissisme qui le gouverne, et que là, je pense qu'il s'embêtait un peu, on parlait plus trop de lui, donc il s'est dit, comme ça, on va parler de moi, et je mets une solution sur la table. Et puis, comme il y a toujours un fond de Néron chez lui, il se dit, je vais foutre un peu de bazar, parce que comme ça, clairement, je me rallie avec l'extrême gauche.
Parce que reconnaître un État palestinien qui n'a pas d'État, puisqu'on ne sait pas qui est le gouvernement, puis qu'on ne sait pas quelles sont les frontières, alors qu'il y a encore, je crois, des on sait otages. quelles sont les frontières, puisque à la Knesset, ils ont décidé d'annexer la Cisjordanie. Donc, autrement dit, eux sont capables exactement de vous dire quelles sont les frontières de la Et Cisjordanie. du côté palestinien, parce que je ne sais pas, moi, j'ai pas l'impression que et Israël et la Palestine soient d'accord sur où est-ce que comment s'arrêtent leurs frontières. Donc, il y a un petit souci. Ensuite, a priori, reconnaître un État, c'est normalement, logiquement, dans des conflits, c'est la fin d'un processus de paix. J'ai pas l'impression que le processus de paix soit engagé, même bien engagé. Il me semble qu'il y a encore des otages. Il me semble que le Hamas n'est pas complètement désarmé, et faire ça peu de temps finalement après un massacre. D'ailleurs, le Hamas a félicité Emmanuel Macron. C'est quand même pas la meilleure des idées qu'il ait eues, et Dieu sait qu'il en a souvent des mauvaises. Donc honnêtement, à part par pur narcissisme et par foutre un peu plus de bazar en politique intérieure, parce qu'en politique extérieure, Donald Trump l'a envoyé paître. Les Anglais, vous l'avez dit, lui vont planter un couteau dans le dos, mais l'Allemagne aussi, l'Italie aussi, donc on ne sait pas qui le reconnaît. Et puis de toute façon, reconnaître un État palestinien, ça signifie reconnaître un État d'Israël également. Je n'ai pas l'impression que la Palestine ait voulu à un moment ou un autre reconnaître l'État d'Israël non plus. Donc honnêtement, à part une com absurde, juste pour mettre du bazar et faire parler de lui, je ne vois pas l'intérêt de cette déclaration. Je pense qu'il a peur quand même. C'est-à-dire peur de quoi? Je pense qu'il a peur. Quand on a plus de 12 millions d'immigrés musulmans, je pense qu'il commence à avoir peur. Donc il donne des gages. Et peur de quoi? Est-ce que vous voulez dire que on risque d'importer le conflit israélo-palestinien en France? Il est déjà importé, voyons. Voilà. Il l'est déjà. Donc, on risque pas d'avoir plus d'émeutes parce qu'il y en a déjà. Si, le pire est toujours à craindre. En plus, comme on dit, reconnaître un État, mais avec qui? Quel gouvernement là-bas? Avec quelle puissance? Et en plus, il dit, je le reconnaîtrai en septembre. Alors, imaginons qu'il se passe encore le pire entre maintenant et septembre. Hein. Qu'est-ce qu'il va dire en septembre? Finalement, je vais réfléchir. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est vraiment de la politique de la godille internationale. Juste un point, vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu il y a quelques semaines un rapport sur le frérisme, dont on a beaucoup parlé, Macron en a parlé, Retailleau en a parlé, et dans le rapport sur le frérisme, fait par des hauts fonctionnaires et des hauts fonctionnaires de police, il y avait parmi les recommandations pour atténuer la sensibilité de la population musulmane, la reconnaissance de l'État palestinien. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est la raison pour laquelle il a été reconnu, mais enfin, c'est quand même un élément à prendre en compte. En tout cas, c'est sans doute la seule partie du rapport qui va être mise en œuvre. Oui, et avec un peu de chance, l'enseignement de l'arabe dans les écoles. Voilà. Mais malgré tout, je vous entends et j'entends bien effectivement que le Hamas est un mouvement terroriste. J'entends bien qu'il y a eu ce pogrom abominable en octobre 2023. On peut aussi entendre que Emmanuel Macron a décidé de faire savoir à l'État d'Israël que la manière dont il est en train de résoudre la question palestinienne en noyant les Palestiniens sous les bombes et en les affamant qui plus est, n'est pas forcément la meilleure des politiques à mener, et la reconnaissance par un État français d'un État palestinien est aussi un message envoyé à Benjamin Netanyahou, comme quoi il ne peut pas faire absolument n'importe quoi. Donc il y a malgré tout une certaine légitimité. Disons aussi d'ailleurs, puisque Arthur Vatican, vous parliez du terrorisme du Hamas, que l'État juif, l'État d'Israël est à la base aussi un État né des activités terroristes de l'Irgun, entre autres. Autrement dit que on ne peut pas jeter dans la balance contre la reconnaissance de l'État palestinien les origines terroristes de ceux qui sont en train de gouverner une partie du territoire, puisque à la naissance même d'Israël, il y a aussi du terrorisme. Et est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que déjà plusieurs dizaines de pays ont reconnu la Palestine et que la France fait partie des derniers grands pays à ne pas l'avoir reconnue? Si on met les États-Unis de côté, en fait, cette reconnaissance de l'État palestinien
et plus le fait de rattraper le cours de l'histoire. Il y a eu des résolutions de l'ONU, il y a eu surtout l'idée, en créant l'État d'Israël, qu'on reconnaissait l'État de Palestine, et pour une raison qui échappe à tout le monde, sauf aux Anglais, l'État d'Israël a bien été créé, mais l'État palestinien n'a pas été reconnu à l'époque. Non, mais attendez, on ne peut pas dire que l'État d'Israël est né du terrorisme. Non, Ah, on ne peut pas dire ça. Il faudrait quand même que vous en parliez. Il faut que vous en... Oui, Ouais. enfin, il n'y a pas eu de mouvement terroriste juste avant? Il n'y a pas eu l'Irgun? Il n'y a pas eu des dizaines d'attaques? Non, mais... Le représentant de l'ONU... Il n'y a pas eu des gens il y a un morts? représentant de Oui. l'ONU qui est mort Oui. dans des circonstances qui n'étaient pas seulement accidentelles. Non, c'était une bombe. Voilà. En plus, surtout, ce qui est intéressant, c'est que des gens comme Moshe Dayan et d'autres dirigeants de l'État d'Israël n'ont jamais fait mystère du fait qu'ils avaient participé à une lutte armée. Begin, notamment. Oui, Mohamed Begin. Menahem Begin. Qu'est-ce qu'il disait? Le terrorisme est l'arme du pauvre. Mais, oui, j'entends bien. Mais donc, mais ce que je veux dire, je n'ai pas de problème. On ne peut pas comparer aujourd'hui le Hamas avec Israël en son temps. Enfin, je veux dire. Pourquoi? Non, parce que le Hamas, parce que les 2 millions de Palestiniens qui vivent à Gaza sont pétés de thunes? N'est pas De Gaulle qui veut. Quand De Gaulle avait dit au temps où effectivement on pouvait reprocher à les annexions d'Israël, aujourd'hui, c'est eux qui sont quand même menacés. Donc, voilà. Pardonnez-moi, Ouais. ils sont menacés par le Hamas en Palestine. En quoi est-ce qu'ils sont menacés en Cisjordanie? Mais ils sont entourés de pays quand même ennemis. Enfin, Mais ils sont entourés de pays ennemis? J'entends bien. Là, pour le moment, c'est eux qui bombardent le Liban, c'est eux qui bombardent la Syrie, c'est eux qui bombardent l'Iran. Je veux dire. Oui, mais enfin, et on traite de pays. Enfin, il suffirait. En gros, ce que vous nous dites. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant parce qu'il y a une évolution de la diplomatie internationale grâce à Israël. En reconnaissant un État palestinien, il souffle sur les braises, c'est tout ce qu'il fait. Il souffle sur les braises. Donc, si vous voulez la paix, c'est pas comme ça. Voilà, c'est tout. Jean-Yves Le Gallou. Il y a quelque chose que je comprends pas très bien. Qu'il faille évidemment que la solution à 2 États, c'est la solution. Je crois que depuis 1937, on est tous d'accord. Par rapport à votre remarque, Richard, sur les bombardements en Syrie, en Liban et puis à Gaza. Déjà, je sépare Gaza aujourd'hui de Gaza d'il y a 10 mois. Autant aujourd'hui c'est incompréhensible, autant il y a 10 mois ça l'était. Je rappelle qu'ils ne bombardent pas non plus comme ça, ils bombardent des gens qui ont promis de les éliminer. Bon, on soit d'accord ou pas d'accord, on serait israélien, je pense qu'on bombardent une population, ils bombardent une population dont ils considèrent que chaque membre est potentiellement un terroriste, ce qui paraît largement surestimé par rapport aux déclarations du Hamas sur les forces qu'il constitue. Je ne dis pas oui à tout ce que dit Netanyahou, je dis simplement qu'il vise des pays qui ont juré la mort d'Israël. Faut quand même le rappeler. Ensuite, concernant la reconnaissance de l'État palestinien, encore une fois, quel est l'État, quel est le gouvernement, quelles sont les frontières? Et la reconnaissance d'un État, ça signifie aussi la reconnaissance de l'État d'Israël. Or, il me semble que la Palestine n'a fait que refuser la reconnaissance de l'État d'Israël. Donc, encore une fois, je vois cette solution en fin d'un processus de paix, ou en espérant que ça aille le plus vite possible, c'est le final. C'est-à-dire, en fait, on reconnaît les 2 États, chaque État reconnaît l'autre, et on essaie d'en rester là. Or, on n'en est absolument pas là. Donc, je ne vois pas l'intérêt de sortir ça aujourd'hui, sinon, encore une fois, et c'est ce qu'a fait le Hamas a félicité Emmanuel Macron. Un groupe terroriste qui félicite le président de la République, je me dis peut-être qu'il a merdé quelque part. Et en plus, ça va donner encore plus de légitimité à Netanyahou, parce qu'à partir du moment où vous avez l'Angleterre, vous avez l'Italie, vous avez l'Allemagne qui disent bon, en fait, non, Macron ne va pas le suivre, et le président Trump qui dit de toute façon ce que dit Macron, on s'en fout. L'autre en face, en fait, ça ne lui met pas la pression pour arrêter. Au contraire, ça lui donne des forces pour continuer. Donc, s'il voulait que Netanyahou arrête son massacre, je pense que ce n'était pas la meilleure des solutions. Ouais, donc, c'est une erreur tactique, on est bien d'accord. Jean-Yves Le Gallou. Oui, moi, je crois que le principal obstacle au projet de Netanyahou, c'est tout simplement le fait que les frontières de l'Égypte sont fermées de manière extrêmement stricte et que les frontières de la Jordanie sont aussi fermées de manière extrêmement stricte. Sinon, le problème de Gaza, il serait réglé, les Gazaouis seraient partis et on les retrouverait ici.
Je signale d'ailleurs au passage que la Cour nationale du droit d'asile a estimé que les 2 millions de Gazaouis, je dis bien les 2 millions de Gazaouis, avaient droit au droit d'asile en France s'ils le demandaient. Et au droit d'asile sous sa forme la plus complète. Je pense que le vrai problème pour nous, le problème de ce qui se passe là-bas, oui, c'est certainement préoccupant, mais le vrai problème pour nous, c'est au final, qu'est-ce qu'on va faire des 2 millions de Gazaouis dans la mesure où aucun pays arabe ne veut les accepter et qu'au final, on expliquera certainement aux Européens qu'il faut en prendre un petit paquet. Vous êtes en train d'écouter le Libre Journal du lundi soir, animé par moi-même, et surtout entouré de Jean-Yves Le Gallou, Charles-Henri Deloy et Arthur de Vatrigan, pour examiner l'ensemble des conflits, ou en tout cas une petite sélection de conflits, l'actualité est riche, dans le monde entier, avant que ces conflits ne débarquent en France, ou à moins qu'ils n'aient déjà débarqué. Je ne sais pas si on est censé écouter un bobino, mais ce serait peut-être le bon moment pour le faire. Culture, économie, société, politique. Pour répondre aux défis qui nous attendent, Radio Courtoisie donne la parole à ses auditeurs. Vous aussi, donnez votre avis sur l'avenir de votre radio. Bâtissez avec nous la prochaine grille de programme. Participez à notre grande enquête en allant sur enquête.rc.fr. Et pour recevoir notre enquête par la poste, demandez-la par courriel à secrétariat@rc.fr ou téléphonez au 01 46 51 00 85. Voilà, n'hésitez pas à répondre à cette enquête. Vous êtes déjà près de 1100 à avoir répondu. Ce sont des enseignements tout à fait riches que nous sommes en train de dépouiller et déjà de transformer en décisions qui vont vous accueillir à la rentrée avec deux ou trois changements. Merci de vous être mobilisés de cette manière-là et n'hésitez pas à continuer. L'enquête n'est pas finie. Vous avez toujours le droit d'y Vous avez toujours le droit d'y participer. Les quelques auditeurs nous écrivent, l'un pour nous dire « Un si bon accord est-il dû aux convictions politiques de nos maîtres ou pourrait-il y avoir une relation avec des dossiers personnels gênants ? Par exemple, si une personne a malencontreusement perdu ses courriels, exemple Ursula von der Leyen, son correspondant pourrait-il les avoir conservés bien au frais et se les être fait copier par les grandes oreilles avides de renseignements ?» Voilà, effectivement, dans quelle mesure Ursula von der Leyen est-elle prisonnière de 2 ou 3 dossiers compromettants ? Mais surtout, on est bien d'accord, Jean-Yves Le Gallou, Ursula von der Leyen fait le jeu des États-Unis parce que l'Union européenne est une création états-unienne. Elle l'a fait depuis l'origine. Elle l'a fait quand elle était ministre des armées allemandes. Elle faisait le jeu des États-Unis. On imagine mal d'ailleurs un ministre des armées allemands qui ne soit pas, aujourd'hui en tout cas, qui ne soit pas choisi d'une manière ou d'une autre par les États-Unis. Tout à fait. Insupportable propos caricature antisémite de Ménard. Heureusement qu'il a les autres. Alors, je ne m'appelle plus Philippe Ménard, je m'appelle Richard de Sèze, mais nous corrigerons la chose. La déroute économique que cet accord va entraîner pourrait bien nous débarrasser du Reich bruxello-berlinois en plein délire, mais dans la douleur d'une opération à vif. En plus, des sanctions seront possibles pour non-respect de ces engagements aberrants, comme celui sur les produits gaziers et pétroliers, dans la perspective d'une envolée du cours du pétrole suite à la guerre ouverte contre les exportations russes. Les Américains ne peuvent rentabiliser leur forage dans les schistes en dessous d'un seuil bien supérieur au cours actuel. Leurs intérêts sont opposés aux nôtres. Voilà, c'est très juste. Voilà. C'est un commentaire, Charles-Henri ou Arthur ? Non. On va acheter, comme d'hab, de l'énergie à l'étranger, puiser, alors que nous, on n'a pas le droit de faire la même chose chez nous. Voilà. Toujours des choses absurdes. Qui, entre parenthèses, il y a une nouvelle qu'on ne nous dit pas, parce que c'est toujours pareil, les mauvaises nouvelles, on les fait entre le 14 juillet et le 15 août, c'est que nous allons payer notre électricité plus cher, puisque la TVA va passer de 5,5 à 20, je ne sais pas quoi, enfin la TVA ordinaire, parce qu'il fallait harmoniser tout ça grâce à notre sainte Union européenne. Et ça, les Français le verront à la rentrée. Nous le verrons tous, même nous, hélas. Au nom de quel principe remettez-vous en cause toutes les résolutions de l'ONU concernant la politique israélienne ? Je crois la question. Eh bien, au nom de quel principe remettez-vous en cause toutes les résolutions de l'ONU concernant la politique israélienne ? Sous-entendu, l'ONU ayant déjà à plusieurs reprises fait savoir que la politique israélienne n'était pas faite que de bonnes décisions, au nom de quel principe une partie de ceux qui sont autour de cette table remettent en cause ces principes. Voilà, au nom du fait tout simplement qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec l'ONU, de même qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec le Likoud et Benjamin Netanyahou sans être antisémite.
Les Parce raisons... qu'on peut se demander quelle est la légitimité de l'ONU. Est-ce que l'ONU ne serait pas aussi gangrénée par des mêmes virus que nous en sont en France ou en Occident? Ça peut arriver, ils ne sont pas immunisés. Non, non, bien sûr. Voilà, mais c'est toujours... il faut Je rappeler répondais à à la chaque question fois... de l'auditeur. Tout à fait. Les raisons pour lesquelles nous sommes à la ramasse sur le plan économique et géostratégique proviennent du fait que nous demeurons au sein de cette Union européenne, que l'on ne vienne pas dire que sans l'Union européenne, la France ne peut pas s'en sortir. Si les Français veulent s'en sortir, cela ne dépend que d'eux. Voilà. Donc, est-ce qu'on pourrait, à votre avis, Jean-Yves Le Gallou, envisager un Frexit? Est-ce qu'on peut sortir de l'Union européenne? Est-ce qu'on peut faire plaisir à M. Asselineau? Ça suffirait pas à régler tous nos problèmes. Notamment, ça suffirait certainement pas à régler nos problèmes d'immigration, qui relèvent de la reconquête de la souveraineté, pas vis-à-vis de l'Union européenne, mais vis-à-vis des juges, qui est un autre sujet. Alors, bonsoir à tous. Même s'il y a des arrière-pensées chez Macron, il faut reconnaître symboliquement l'État palestinien, celui de Cisjordanie, sinon c'est fermer les yeux sur la persécution de la population d'origine devenue apatride. Et pourtant, je ne porte pas l'islam dans mon cœur. Voilà. Et après ça, on nous conseille d'aller à Rome. Pourquoi l'ambassade du Royaume-Uni est-elle si moche? C'est parce que la précédente a sauté en 1947 avec les morts du fait de l'Irgun. Puisqu'on parle de ce qui se passe en Palestine, de ce qui se passe à Gaza, ça m'amène évidemment assez naturellement à la seconde question du programme. Y a-t-il une famine à Gaza? Alors la question peut paraître aberrante, mais en fait, on est totalement surpris par la manière dont... on a d'une part des protestations d'ONG, de Palestiniens, de gens sur place qui expliquent qu'effectivement se nourrir est devenu extrêmement compliqué, et de l'autre, un État israélien et une armée israélienne qui expliquent qu'il n'y a aucun problème, que près de 1000 camions sont prêts à être distribués, mais qui accusent le Hamas de voler la nourriture et donc de rançonner les Palestiniens avec l'aide internationale. Des calculs ont été faits, effectivement, des centaines, des milliers de tonnes de nourriture ont convergé vers la Palestine, vers la bande de Gaza. Que sont-elles devenues? Pourquoi est-il si difficile de se nourrir? Et surtout, n'y a-t-il pas une véritable guerre de l'information, un récit contre un autre récit, le récit d'une famine organisée par un État dont on a vu qu'il n'hésite pas à recourir aux moyens les plus violents pour résoudre une population à l'exil, et de l'autre côté, au contraire, une population qui est prise entre l'enclume et le marteau, entre le Hamas qui opprime son propre peuple et entre l'État israélien qui, selon la voix de certains de ses représentants, a l'air de considérer que les Palestiniens ne valent pas cher. Jean-Yves Le Gallou, à votre avis, voilà, est-ce qu'on est là en pleine désinformation, et est-ce qu'il y a un moyen de trier le bon grain de livret? Est-ce que, objectivement, quand des gens responsables de Moyen-Orient à Action contre la faim, responsables d'Action contre la faim pour le Moyen-Orient, nous expliquent qu'il n'a pas accès à l'information, qu'on ne peut pas s'appuyer sur des données fiables pour savoir s'il y a véritablement famine ou pas, pendant qu'en même temps, d'autres représentants d'autres ONG nous expliquent, comme Médecins sans frontières, que non, en fait, il est rigoureusement impossible de distribuer la nourriture. Qu'en pensez? Ah ben moi, j'en pense rien. Formidable. Voilà. Là, je préfère j'interviens sur beaucoup de sujets, je dis beaucoup de choses. Là, je ne sais pas. Voilà, j'ai pas les éléments qui m'ont permis, j'ai peut-être pas travaillé assez, de me faire ma propre opinion en fonction des expressions divergentes qui s'expriment. Je ne sais pas. Charles-Henri Deloy, alors vous, à votre avis? C'est la guerre de l'image, c'est une guerre de communication, qui dit vrai, qui dit faux. On sait très bien qu'aujourd'hui, il faut faire de l'émotion. Donc évidemment, c'est toujours terrible de voir des enfants rachétiques en train de mourir de faim. Mais tout ça, c'est quand même de la manipulation. Par conséquent, je serais comme Jean-Yves, je serais extrêmement circonspect là-dessus. Parce que tant qu'on n'est pas sur place, tant qu'on ne se rend pas compte des choses par soi-même, on est la proie d'une propagande de l'audiovisuel. Avant d'interroger Arthur de Vatrigan, je veux dire, en fait, vous êtes comme moi, vous avez une opinion sur l'Ukraine, une opinion sur la Russie, une opinion sur la Chine communiste, une opinion sur la Corée du Nord, une opinion sur Angoulême et vraisemblablement une opinion sur le Maroc et le trafic de hashish. Voilà, je ne suis jamais allé enfin, en tout cas, ça fait très longtemps que je ne suis pas allé au Maroc, et je n'ai jamais mis les pieds en Corée du Nord. Pourquoi est-ce que sur ce sujet précisément, on est dans l'indécision? Parce que c'est chaud, parce que c'est dans l'actualité. Quand on a du recul, quand on a le temps pour nous, on peut aller en profondeur. Il y a toujours quelque chose qui surgit pour
savoir qui dit vrai, qui dit faux. Mais là, c'est en train de se passer. Bien malin est celui qui peut démêler le vrai du faux. Tiens, en tout cas, une parenthèse, c'est que les bateaux affrétés là avec des gens de LFI, bah, en tout cas, c'est pas très efficace parce qu'apparemment la nourriture ne suit pas. Enfin, ces gens-là, ils y vont pour se montrer alors? Qu'est-ce qu'ils font alors là-bas? Ah non, alors, effectivement, si vous expliquez que c'est la seconde flottille, autrement dit le second bateau unique qui est censé acheminer l'aide vers Gaza, on est d'accord, on est dans l'image. Mais là, on Ouais. parle plutôt de ceux qui sont sur place, justement, et qui, sur place, ont l'air de dire que c'est extrêmement compliqué. Arthur de Bah, Vatrigan, c'est la vous guerre. qui êtes, Bah, journaliste, on qu'est-ce est, que vous pensez des deux récits? le problème, c'est ça, c'est qu'on a depuis le début, alors pas depuis le début, depuis très longtemps, la stratégie du Hamas, on la connaît, c'est la victimisation. C'est je provoque et puis j'envoie un gamin en C'est première pas ligne eux et je qui fume ont les gamins inventé la morts. victimisation, hein. Non, non, mais dans cette Ils guerre-là. l'utilisent Et aussi. et Israël, depuis le 7 octobre, nous explique qu'ils font une guerre propre et que quand ils balancent un missile, ça tombe que sur les terroristes. Ils sont tellement forts que ils ont quand même fait des erreurs en bombardant une église. Donc on est évidemment sur une guerre. Dire que la guerre aujourd'hui est faite en direct à base de tweets et de différents réseaux sociaux. Donc on est dans une guerre d'images plus. Et sur la famine en question, le problème c'est qu'on n'a pas un seul journaliste sur place. Il ne peut pas y aller. Et ceux qui y sont, on sait, sont les perroquets du Hamas. Donc c'est très compliqué. Donc on a les infos des ONG, les infos des journalistes perroquets du Hamas et les infos d'Israël. Donc il faut qu'on fasse le tri à l'intérieur. Les Donc, infos de dans ce qu'on l'armée voit, les infos de l'armée de israélienne, l'armée israélienne, qui est bien l'armée sûr. la plus Et morale, donc, la plus morale du monde, comme chacun et sait. la plus morale du monde, évidemment. Et donc, ce qu'on a comme info, c'est que les camions d'ONG, Israël reproche aux ONG de ne pas avoir payé des agences de sécurité neutres et privées, entre guillemets, pour acheminer les camions. Les ONG disent on ne peut pas les payer, on confie ça à la police palestinienne. Et Israël dit la police palestinienne est inféodée au Hamas, donc de toute façon, ça n'arrivera pas chez les Gazaouis, puisque de toute façon, le Hamas se fout des hommes et de leur population, ils vont les détourner. Et en même temps, les ONG expliquent que le problème, c'est concernant l'acheminement des camions, on dirait que c'est, si vous voulez, qu'on a affaire à Bercy en France, quoi. Il faut 50 milliards de paplards, 50 milliards de validations, 50 milliards de tampons, et donc un camion, on va mettre 4 semaines à avoir toutes les accréditations avant d'arriver éventuellement à un point de chute. Donc, si vous voulez, on est dans une inconnue, quoi. On a deux infos complètement contradictoires. Les points de chute les points de chute qui sont bombardés par l'armée israélienne ou qui font l'objet de tirs de la part de l'armée israélienne qui trouve systématiquement qu'il y a des terroristes à portée des points de distribution de nourriture. Mais il y a aussi des terroristes qui fusillent à portée des points de distribution et ça, malheureusement, c'est juste également. Donc, si vous voulez, quand on croit toutes ces informations-là, on se dit évidemment qu'on ne va pas répéter ce que dit l'armée israélienne, évidemment qu'on ne va pas répéter ce que dit le Hamas. Donc ça se situe entre les deux, c'est-à-dire que les ONG sont peut-être pas net et font pas forcément tout ce que souhaite Israël. Bon, on se dit, si on est ONG et qu'Israël dit pour qu'un camion rentre, il faut faire ça. Si le but c'est de nourrir en fait les Gazaouis qui sont affamés, moi je signe tous les paplards comme demande Israël pour être intouchable. Et voilà quoi. Et je ne comprends pas pourquoi en fait les ONG disent non, on veut pas ça. On s'en fout. Le but c'est que le camion rentre. Donc s'ils veulent ça, s'ils veulent que ça soit un mec qui soit avec telle arme et qui soit en tel uniforme et qui donne tel tampon, on le fait parce que le but c'est que le camion rentre. J'ai cru comprendre aussi que les règles, comme vous dites, sont un peu chinoises et surtout sont fluctuantes. Mais vous avez posé tout à l'heure une question, en tout cas vous avez dit quelque chose qui en appelle une. Pourquoi n'y a-t-il pas de journalistes à Gaza ? Pourquoi est-ce qu'il y a ce blocus de l'information totale ? En fait, on ne sait pas, par exemple, quels bâtiments ont été touchés par les bombardements iraniens. Donc, il y a eu un blocus de l'information volontaire et assumé de la part de l'État israélien. Aucun journaliste qui n'est pas accrédité par l'État israélien et son armée ne peut rentrer dans la bande de Gaza pour produire une information indépendante. Donc, on est véritablement en face d'un contrôle absolu de l'information de la part de l'État israélien et on ne voit pas en quoi le fait d'enquêter sur la famine des Gazaouis, surtout si c'est un mensonge, surtout si c'est une forgerie du Hamas, pourrait vraiment nuire à l'État d'Israël. En temps de guerre, aujourd'hui, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Russie, que ce soit en Palestine, que ce soit en Iran, le journaliste ne peut plus faire son boulot. Si vous avez un journaliste sur le terrain au Kremlin, si vous avez un journaliste sur le terrain
En Israël, si vous avez un journaliste sur le terrain à Gaza, je vous promets que c'est plus un perroquet qu'un journaliste. Il faut montrer patte blanche, il faut signer 50 milliards de papiers, il faut épouser le récit, voilà. Mais c'est pas que en Palestine, c'est pas que en Iran, c'est sur tous les territoires aujourd'hui de conflits et de guerre. Jean-Yves Le Gallou. Oui, je fais un coq à l'âne, mais qui me paraît intéressant aussi. Je prends un exemple. On ne sait pas aujourd'hui combien il y a eu de morts ukrainiens dans la guerre russo-ukrainienne, ni combien il y a de morts russes. Il y a différentes hypothèses, il y a des chiffres qui circulent, mais il n'y a pas de connaissance parce qu'effectivement, c'est l'intérêt des États parties prenantes dans la guerre de contrôler ce type d'informations. Alors, nous, les auditeurs de Radio Courtoisie... Vous vous souvenez, Richard, dans le cas de la deuxième guerre du Golfe, les journalistes qui avaient été en Koweït et en Irak étaient confinés dans le Hilton. Et en fait, ils faisaient que répéter ce que leurs confrères disaient en métropole. Donc c'était assez comique. Oui. Et on sait aussi que il y a des journaux israéliens qui ont des récits de ce qui se passe dans la bande de Gaza qui est différent de ce qui est dit en France par ceux qui ont choisi un camp plutôt qu'un autre. Les auditeurs de la Courtoisie réagissent. Les uns nous demandent de parler de la démission du général Burkhardt. Alors, ça tombe bien, on va en parler dans le dernier sujet. Est-ce que la France est prête pour la guerre ? Un autre nous dit ne vous cassez pas la tête, on connaît votre point de vue sur la Palestine, c'est celui de Radio J. Ça ne doit pas être le même auditeur qui me traitait d'antisémite. Donc c'est sans doute c'est quelqu'un qui visiblement trouve qu'on est hyper philosémite. Donc voilà, si jamais les gens ont envie de comprendre ce que veut dire toute la droite, tous les talents, on est à la fois philosémite et antisémite, selon nos auditeurs. Un autre nous dit rejoignant les constatations de M. Le Gallou, j'ai comme une confuse prémonition que pour sortir définitivement par le haut de l'incessant conflit, il serait bon qu'il se forme une sorte de confédération à la façon de la Suisse, qui historiquement connaissait des conflits entre cantons. Bien entendu, cette solution ne peut se faire qu'avec des gens de bonne volonté, mais permettrait de rendre leur honneur à toutes les populations locales. C'est sans doute un projet complètement fou, mais compte tenu de l'histoire de cette région, ça me semble faisable. Voilà. Donc, c'est pas le même tempérament. Hein. C'est pas le même tempérament et effectivement, ça paraît quand même plus faisable que de transformer Gaza en Riviera. Et enfin, un autre nous parle de la manière dont les gens sont rentrés dans la Madeleine, mais on va garder ça pour plus tard. Vous évoquiez, Jean-Yves Le Gallou, l'Ukraine en nous disant on ne sait pas le nombre de morts en Ukraine, on ne sait pas le nombre de morts côté russe ou côté ukrainien. Ça tombe bien, Stéphane Audouin-Dubreuil a publié un très long article, un très long entretien dans le Figaro Vox il y a quelques jours qui m'a frappé, puisqu'il affirmait très tranquillement que la guerre en Ukraine est déjà perdue par l'Ukraine et que en fait le seul problème c'est que les belligérants ne le reconnaissent pas. Alors, quand il parle des belligérants, il parle évidemment des Ukrainiens. Je pense que les Russes ne sont pas eux-mêmes totalement au courant du fait qu'ils ont gagné la guerre. Visiblement, ça a l'air d'être un peu plus compliqué que ce qui avait été prévu il y a 3 ans. Mais il parle surtout du déni qui fait en sorte que les experts militaires occidentaux sont complètement à côté de la plaque selon lui et ne sont pas capables de se rendre compte que l'Ukraine a déjà perdu la guerre. Alors, Stéphane Audouin-Dubreuil le dit sans évidemment prendre part pour un camp ou pour un autre. Il le dit en historien de la guerre de 14-18 avec notamment des phrases assez intéressantes comme faisons une petite expérience de pensée. Imaginons qu'au début du mois d'octobre 1918, on ait réuni dans un pays neutre un ensemble d'experts militaires, de journalistes et d'historiens pour leur demander un avis sur la situation. Supposons maintenant que quelqu'un ait alors avancé que l'Allemagne avait déjà perdu la guerre. Tout le monde aurait poussé des hauts cris. À cette date, le Reich occupe encore d'immenses territoires à l'est au détriment de la Russie depuis le traité de Brest-Litovsk. Elle occupe toute la Belgique et encore de larges fractions du territoire français. L'armée allemande recule depuis l'été, certes, c'est une chose entendue, mais nulle part le front n'a cédé. Les Allemands infligent des pertes importantes aux Alliés puisque ce sont ces derniers qui sont à l'offensive et ce sont donc eux qui prennent les risques les plus lourds. Où est la défaite allemande ? Eh bien, en fait, la défaite allemande est certaine depuis juillet-août 1918. Elle a eu lieu, mais elle n'est pas encore apparente. Depuis l'été, l'état-major allemand le sait très bien et demande le lancement de négociations, sauf que le pouvoir politique ne le comprend pas, l'opinion publique allemande non plus, et ne le comprendra jamais. Cette non-compréhension de la défaite de 1918 sera l'une des raisons de la poussée du nazisme. Et dans cet entretien absolument passionnant, Stéphane Audouin-Dubreuil analyse la guerre et analyse surtout la manière dont
reconnaître la défaite est moins un problème entre l'Ukraine et la Russie qu'un problème entre les États-Unis et la Russie, qu'un problème entre l'Union européenne et l'Ukraine, en fait, un problème dans tous ceux qui ont décidé de lancer le récit d'une Ukraine qui serait forcément victorieuse et qui, là, ne peuvent pas abandonner ce récit-là, sont dans le déni de cette défaite. Jean-Yves Le Gallou, qu'est-ce que vous pensez de l'analyse de Stéphane Audouin? Je la partage totalement. Autant je ne sais pas combien il y a eu de morts de chaque côté, autant il me paraît absolument évident que la guerre a été gagnée par la Russie. Peut-être pas aussi complètement qu'elle le souhaitait, puisque je pense que si elle se poursuit, si les Russes traînent un petit peu dans la négociation, c'est qu'ils n'ont pas atteint tous leurs objectifs territoriaux. Mais ils ont probablement atteint, si on raisonne en termes d'objectifs territoriaux, 90% de leurs objectifs territoriaux. Et vous avez même des gens, j'ai vu une scène, pardon de faire la publicité pour un média concurrent, j'ai vu une scène absolument, assez drôle finalement, sur LCI, où M. Luc Ferry tenait un propos absolument radical sur le fait mais c'est fini, qu'est-ce qu'on nous raconte, la guerre est finie, l'Ukraine a perdu, la Russie a gagné. Voilà. Et je pense que territorialement, c'est le fait. Et maintenant, effectivement, il faut acter. Territorialement, démographiquement, économiquement. Oui, il y a aussi la profondeur. La Russie a malgré tout plus de profondeur que l'Ukraine. Alors le problème, je pense que c'est les Européens qui refusent, les Européens, enfin ce qu'on appelle les Européens, l'Union européenne, les dirigeants de l'Union européenne, et ses leaders charismatiques comme Keir Starmer et Emmanuel Macron. Voilà, absolument, ne veulent pas reconnaître les faits. Je pense que Trump, lui, est prêt à reconnaître les faits et il commence à s'impatienter du fait que Poutine, manifestement, veut continuer à grignoter un petit peu voilà. Des morceaux de territoire. Oui, alors, et d'ailleurs, Donald Trump qui vient de déclarer qu'il avait filé 50 jours à Vladimir Poutine pour revenir à la raison même, et que là, finalement, il lui assigne un délai de 10-12 jours. Donc on a l'impression qu'après avoir négocié des droits de douane à la louche, moulés à la main, et bien là, il est en train de poursuivre ce style de négociation un peu surprenant avec Vladimir Poutine, qui d'ailleurs n'a pas l'air d'être beaucoup plus ému par cette déclaration que par les précédentes. Arthur de Vatrigan, à votre avis, est-ce que on est véritablement dans un déni et que objectivement l'Ukraine a perdu la guerre et que maintenant il faudrait sortir par le haut, c'est-à-dire trouver le meilleur accord de paix, ou est-ce que, au contraire, grâce au soutien de l'Union européenne qui a l'air d'être sans faille, grâce au soutien des États-Unis qui ont l'air de revenir à de meilleurs sentiments vis-à-vis de Volodymyr Zelensky et donc de l'Ukraine, il peut y avoir un renversement de situation? Il me semble que Vladimir Zelensky a dit qu'il voulait négocier, donc c'est-à-dire mettre fin à la guerre. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Il s'est fait humilier, puis finalement ils sont un peu rabibochés. Sauf qu'il y a quelques semaines, qu'on en parlait peu parce on était focus sur le Moyen-Orient, mais Vladimir Poutine a expliqué, a cité toute l'Ukraine nous appartient, toute l'Ukraine. Donc pour ceux qui avaient encore des doutes sur non, il veut juste récupérer les États sécessionnistes, lui il a dit non, en fait c'est toute l'Ukraine. Donc de ce point de vue-là, est-ce que la Russie a gagné la guerre par rapport à ce qu'elle souhaite? Non, pas encore. Toute l'Ukraine n'est pas russe. Est-ce que l'Ukraine a perdu la guerre? En grande partie oui, parce qu'elle perdra des territoires, et s'il y a un accord se signe maintenant, il va y avoir un tracé où des territoires qui appartenaient à l'Ukraine n'appartiendra plus à l'Ukraine. En revanche, ils ont quand même, autant Emmanuel Macron a réussi à résister l'OTAN après l'avoir annoncé morte, autant l'Ukraine s'est trouvé quand même un patriotisme qui n'existait pas. J'ai un journaliste qui est en Ukraine depuis plusieurs mois sur le front. Les Ukrainiens n'ont pas du tout envie d'arrêter la guerre. Il faut peut-être leur demander aussi leur avis. On a reçu un Ukrainien ici qui nous a affirmé, au contraire, qu'il n'avait qu'une envie, c'est de continuer la guerre, et que pour lui, évidemment, la défaite était hors de question. Et donc, gagner une guerre en récupérant des territoires, mais avec des types que vous avez humiliés, agressés, attaqués pendant 3 ans, celui qui va surveiller les nouvelles frontières russes en Ukraine, il va s'amuser, parce que les autres ne vont pas rester comme ça sans rien faire. Ensuite, il y a quand même une nouveauté, c'est que Trump a compris qu'il se faisait un peu bananer par Poutine et qu'il n'allait pas régler le conflit en 24 heures comme il l'avait annoncé. Là, d'après le Washington Post, il aurait quand même demandé à Zelensky s'il pouvait frapper des villes
comme Saint-Pétersbourg si on lui filait le matériel disponible. Alors j'entends bien que c'est dans une négociation, mais bon, ça signifie pas que. Et puis là, comme il raccourcit les délais de 50 jours et que finalement il s'est opposé au Pentagone en relivrant des armes, j'ai pas l'impression que Trump ait envie de signer avec les conditions de Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine, depuis plusieurs mois, lui, il fait ce qu'il veut en fait. Il navigue il a ses cartes en main. On sait qu'il est très doué. On sait qu'il a un objectif précis. Qui, pour ceux qui ne veulent toujours pas l'entendre, encore une fois, l'a redit le 20 juin à Saint-Pétersbourg. Toute l'Ukraine est russe. Donc, je ne vois pas Vladimir Poutine s'arrêter là. L'histoire nous a appris que les Russes, les humains, ne comptaient pas tant que ça dans un conflit où la Russie était en guerre. Charles-Henri Deloye, à votre avis? Pourquoi l'Ukraine ne va pas reconnaître sa défaite comme ça? Parce que d'abord, il y a de l'amour-propre. On ne reconnaît pas tout de suite sa défaite comme ça. Et puis pourquoi? Parce que l'Europe, l'Union européenne, ça ne l'arrangerait pas. Pour l'instant, c'est une belle diversion, cette guerre en Ukraine. Et puis, ça permet de souder certains pays. Ça permet à notre cher président, de faire le beau pour pas cher. Même si sa parole ne compte pas, mais enfin, dans les médias français, voilà, il porte la bonne parole. Donc, ça n'arrange personne pour le moment de reconnaître la défaite de l'Ukraine. Donc, on préfère que ça s'enlise un petit peu et puis que, imaginons que l'Ukraine dit, voilà, on a perdu, on va négocier un traité avec des nouvelles frontières. L'actualité est telle qu'on passe à autre chose et puis adieu Zelensky et puis voilà, on passe à d'autres soucis, on a assez. On en a assez. Dans toujours cet entretien avec Stéphane Audouin-Dubreuil, il dit quelque chose qui est tout à fait fascinant. C'est que, évidemment, les deux nations ont réussi à bâtir simultanément deux récits totalement contradictoires, d'être d'une défense, en fait. Pour nous, la Russie a attaqué l'Ukraine, c'est évident. Pour les Russes, c'est la pression internationale qui faisait qu'il était nécessaire que la Russie se défendît. Voilà, ça m'apprendra à essayer de manier l'imparfait du subjonctif. Et cela fait très longtemps, dit Stéphane Audouin-Dubreuil, qu'en Europe, la guerre est perçue comme toujours défensive, y compris chez l'attaquant. C'est en cela que ce conflit est extrêmement intéressant à lire au prisme de 14-18. À l'époque, absolument tout le monde déjà se défendait. Chacun en était profondément persuadé, qu'il s'agisse des dirigeants ou des opinions publiques. C'est effectivement, on est bien dans ce récit contre récit, cette construction d'une symbolique contre une autre symbolique, et ça interroge véritablement sur la capacité en fait qu'ont les politiques à bâtir autre chose qu'un récit qui satisferait leur propre politique. Et après tout, c'est bien normal. On ne voit pas comment, dans une guerre russo-ukrainienne, pourquoi est-ce que la France serait capable de dire la vérité objective par rapport à tout ce qui est en jeu? Je crois d'ailleurs que si on prend l'exemple de 14, il y avait peu ou pas de dirigeants qui ont voulu la guerre. C'est un enchaînement d'alliances, de mobilisation, de crainte surtout, de crainte de l'autre, qui a abouti à la guerre. Mais je ne pense pas que les principaux acteurs de la guerre de 14 les voulu. Après, une fois qu'ils ont été dedans, ils ont été emportés par les événements. Mais la guerre de 14, je ne pense pas qu'elle ait été voulue par les uns ou par les autres. C'est un ensemble de mécanismes. Et d'un certain point de vue, la guerre, c'est souvent la crainte de l'autre. On attaque parce qu'on craint l'autre. Et la Russie pouvait craindre l'extension de l'OTAN sur l'Ukraine. L'Ukraine pouvait craindre l'extension de la Russie sur ses territoires limitrophes. C'est la peur, finalement, la crainte de l'autre qui est aussi un élément explicatif. Mais voilà, est-ce qu'on va réussir à se sortir de la guerre? On ne sait pas. En attendant, Emmanuel Macron, notre chef vénéré, a décidé d'actions courageuses et fortes, et notamment, donc, la journée de défense sera désormais obligatoire pour tous les jeunes de 16 à 25 ans à la rentrée. Donc la journée de défense consiste à faire en sorte que des jeunes arrivent dans un camp militaire, rappelons l'état pitoyable
du budget de l'armée et assiste au lever des couleurs, ensuite et 2 ou 3 cours sur les valeurs de la République. On leur lira notamment la charte des devoirs du citoyen, des droits et devoirs du citoyen, ce qui va forcément les galvaniser et ensuite ils pourront se battre avec des pistolets laser pour essayer donc de comprendre ce qui se passe véritablement quand on est dans une tranchée en hiver en Ukraine face aux drones russes. Et donc ça, nul doute qu'ils en tireront un véritable enseignement. Et est-ce que on est donc en train de bâtir une nation en armes avec cette efficacité macronienne absolument redoutable? Charles-Henri Deloy, est-ce que vous pensez que véritablement Emmanuel Macron est en train de préparer la France à l'entrée en guerre? Non, je crois encore que c'est de la com. Je fais partie de ceux qui déplorent la fin du service national obligatoire, parce que pour moi, c'était une façon de cohésion, de faire cohésion nationale. Je sais, j'ai entendu tout le monde décrier le fait qu'il n'était plus égalitaire, que une certaine population n'aurait pas accepté, etc. Enfin bref. Toujours est-il que c'était une bonne chose pour sortir un peu les gens de leur milieu, de leur ville, etc. Bon, après, chanter la Marseillaise devant le drapeau, c'est pas moi qui vais m'y opposer. Je suis nationaliste et hyper militariste. Donc, de toute façon, tout ce qui rapproche un Français de son armée, je trouve ça bien. Mais ça va être de la com. Je ne sais pas en plus avec quel argent il va le faire. Alors, effectivement, si ça pouvait faire augmenter le budget de l'armée, tant mieux. Mais j'attends de voir. Et puis, enfin, de toute façon, faudrait savoir déjà si ça sera vraiment obligatoire ou pas, parce que je vois mal tout d'un coup les jeunes de 25 ans qui n'ont jamais connu, même jusqu'à, oui, ça fait plus de 25 ans. Donc les gens de 40 ans n'ont pas connu le service national. Donc du jour au lendemain, comme ça, instaurer alors c'est une journée, je sais plus c'est quoi, c'est Il y a 2-3 déjà jours. la journée citoyenne. Oui, la journée citoyenne, mais enfin, la journée citoyenne, on leur passe des diapos. Alors, vous savez, Ça c'est dure pas. 3 heures, oui. Voilà, ça dure 3 heures, donc c'est pas ça qui relance un peu l'esprit patriotique. Bon, enfin, voilà, il y a l'attention. Moi, j'attends de voir. Mais comme toujours, Macron, c'est de la com. Donc, voilà, ça fait un clin d'œil à des gens qui croient encore à un retour à l'esprit patriotique. On verra. Je ne veux pas lui faire de procès d'intention. Arthur de Vatrigan, quand on lit cette journée de défense, est-ce qu'on a l'impression qu'on est véritablement en train de préparer les jeunes à la chose militaire? Ouais, bah, ça va être très efficace, ça, c'est sûr. Pourquoi on s'engage, quand on s'engage dans l'armée ou qu'on avance des services militaires, la question qu'on se posait, c'est pourquoi on était prêt à mourir, quoi. C'est déjà la question qu'on se pose. Bon, bah, les Russes, ils sont prêts à mourir parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a Vladimir qui leur a dit t'y vas, sinon t'es égouillé. Les Ukrainiens, ils y vont parce qu'ils voient les Russes débarquer. Les djihadistes, ils y vont parce qu'on leur a fait au premier messe de 70 vierges au paradis. Nous, en France, pourquoi on mourrait, en fait? Et malheureusement, étant donné l'état de ruine de l'âme française, de la civilisation française, de l'histoire française, de la culture française, et la communautarisation et le séparatisme en marche, en fait, il n'y a plus de commun, donc il n'y a plus rien à défendre. Donc il y a plus, je ne sais pas pourquoi les gens mourraient, donc ça n'a pas de sens. Ensuite, pour revenir sur ce qu'a dit Charles-Henri Deloy, je rappelle que le service militaire, déjà, il est suspendu, il n'a pas été supprimé, donc C'est le vrai. président peut le remettre. Mais surtout, la raison, c'est parce qu'il y avait les 25% du haut qui s'exemptaient et les 25% du bas qui étaient exemptés parce que beaucoup trop débiles pour pouvoir le faire. Donc au final, personne ne le faisait, le service militaire. Et depuis qu'il est suspendu, on dit qu'il faudra le remettre. Mais on veut le remettre pour quelle raison? Non pas pour former aux armes, mais pour créer du lien et faire nation, comme on dit en République. Le problème, c'est qu'il y a peut-être d'autres structures pour faire ça, des patronages, l'école, par exemple, des choses comme ça. Donc, laissons les métiers d'armes aux métiers d'armes et pour tout ce qui est créer un ciment autour de la patrie, du drapeau, de la nation et de l'histoire, bah, il y a d'autres structures qui pourraient exister. Malheureusement, c'est qu'on les a détruites. Donc, forcément, ça ne marche pas. Donc, non, évidemment que c'est du flanc, évidemment que c'est de la com. Et vu le niveau de nos armées, même qu'on enverrait 1 million de jeunes gamins ou d'ados se faire former, je ne vois pas qui les formerait. Étant donné qu'il n'y a pas de formateurs non plus, il n'y a pas de lieu pour les accueillir. Donc ça ne marche pas non plus. Il n'y a plus de lieu pour les accueillir, puisque, évidemment, on a vendu toutes les casernes. Exactement. Jean-Yves Le Gallou. Oui, je partage totalement ce qu'a dit Arthur de Vatrigan, notamment sur quel est le sens. Mourir, pourquoi?
Mourir pour qui? Pour qu'est-ce qui reste? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que je pense que c'est peut-être bien d'apprendre à jouer au pistolet laser, mais pour faire la guerre, déjà, surtout en Ukraine, il faudrait savoir déjà dormir dehors. Alors, je pense que 80% des jeunes de 18 à 25 ans, aucun n'a dormi dehors. Et d'ailleurs, même s'ils ont fait des camps de jeunesse ou des camps de scoutisme, l'administration a dû veiller à ce qu'ils ne puissent pas dormir dehors parce que c'est contraire au règlement. Donc la première chose, ce serait déjà de libérer un peu tout ce qui est camp de jeunes, tout ce camp de scoutisme pour que dormir dehors redevienne possible. Ce serait une première étape. On verra ensuite. Ce serait une première étape. Le général Mais moi, je l'ai fait, mon service national. J'ai dormi dehors. Oui, mais, moins 12. au Moyen-Âge. Ben voilà, au Moyen-Âge. Oh, c'était contingent 88-10. Alors, et vous étiez dans quelle arme, Charles-Henri Deloye? La cavalerie, bien sûr. Et vous, Jean-Yves? Moi, j'ai été exempté. Donc, voilà. Vous faites partie, des 25% du haut. Ouais, très bien. Voilà. Et vous, alors, Richard? Moi, j'étais un vrai guerrier. J'étais traducteur d'anglais à la section technique de l'armée de terre, dans la cellule AC3GMP. Au contact direct de l'ennemi anglais. Ah, oui, Anti-char moyenne portée, 3e génération. Arthur est trop jeune pour l'avoir fait. Moi, j'ai fait la journée de service. Oui, oui. Pardon, je me suis jamais senti aussi intelligent. On sort de là blindé de confiance. Autrement dit, je suis le seul sur le plateau à avoir fait un véritable service national. Ah non, mais moi je l'ai fait pendant 1 an et j'ai fini sergent. Richard était au contact direct de l'ennemi anglais. Oui, attendez, j'ai traduit de l'anglais pendant 9 mois. Je ne sais pas si vous imaginez la douleur qui a été la mienne. Moi, j'ai tiré au char MX-30. Je peux vous garantir ça, c'est plus cassieux. Pas de la retraite. Et le FAMAS, on avait on avait un bel outil, un beau fusil, le FAMAS. Quand je pense que maintenant on achète nos armes, je ne sais plus, aux Italiens, non, je ne sais plus. On les achète un peu partout, mais effectivement, on les fabrique plus en France. Voilà. Enfin, pour la plupart, on ne va pas non plus. C'est déplorable. Alors maintenant, pourquoi se faire tuer? Écoutez, moi, dans quelques familles, on sait encore pourquoi, mais c'est vrai que malheureusement, il faudrait déjà restaurer un esprit patriotique. Mais je pense qu'il existe quand même. Il y a une petite élite qui l'a encore. Mais il faudrait. Mais je pense que même je tiens à dire qu'Emmanuel Macron ne parle pas de mourir pour la France, mais de mourir pour la République, ce qui est quand même un peu différent. Quand même mieux, ça évidemment. Oui. Mais ça depuis 2 siècles. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, malheureusement, beaucoup sont morts. Hélas, pour la France, mais à cause de la République, comme disait mon grand-père. Jean-Yves Le Gallou. Oui, je pense que dans l'armée de métier, il y a des gens qui sont encore prêts à mourir, mais à mourir en quelque sorte pour le principe, pas forcément pour le théâtre d'opération qu'on leur a choisi, quoi. Mais bon, ça fait partie de la règle du jeu militaire, si j'ose dire. Il y en a un qui est tombé au champ du déshonneur politique, c'est le général Burkhardt, qui, après nous avoir expliqué il y a quelques jours, ce qui avait surpris un peu tout le monde, que la Russie était sur le point d'envahir Douarnenez, s'est brusquement fait remplacer par un aviateur à la tête de l'armée. Et Jean-Yves Le Gallou, comment expliquer que quelqu'un qui avait si fidèlement servi les intérêts d'Emmanuel Macron ait été ainsi débarqué si brutalement? Alors, il avait été prolongé d'1 an, donc on peut dire qu'il a terminé en fanfare, mais malgré tout, c'est un peu surprenant. Je n'ai pas d'explication. Voilà, mais ça fait 2 fois que je vous prends à défaut. Je préfère dire ça que de me lancer dans des hypothèses aventureuses. Arthur de Vatrigan, une idée sur la démission du général Burkhardt? Peut-être qu'il a parlé qu'il n'aurait pas dû. Non, je ne sais pas. En tout cas, quelque chose qui m'inquiète dans les CEMA, c'est que plus on avance et moins on va avoir des CEMA qui auront connu la guerre, ce qui est un peu angoissant si la guerre vient vraiment. Je ne sais pas vous, mais moi je me dis, bon, il y a un type à la tête, chef des armées, qui n'a jamais connu une opération, c'est pas hyper engageant. Ah, le général d'aviation qui commande prétend avoir tué des gens. Il a tué des gens comme tous les aviateurs, c'est-à-dire à 30 km de distance. Je suis d'accord, on dit ça sur les aviateurs. Vous savez que pendant la Seconde Guerre mondiale, on dit souvent que dans la Seconde Guerre mondiale, le corps qui a eu le plus de pertes, c'était les sous-mariniers allemands. C'est pas exact. Le corps qui a eu le plus de pertes, c'est les agents des bombardements anglo-américains. Alors c'est vrai qu'ils bombardaient peut-être des civils qui n'en pouvaient mais c'est pas peut-être, c'était même théorisé par Arthur Harris qui avait décidé qu'il fallait terroriser les populations. 90% des équipages finissaient par aller au tapis. D'ailleurs, les Anglais en voulaient beaucoup à Arthur Harris. C'est pas si sûr que ça, aviateur. Oui, enfin aujourd'hui ça allait un peu plus. Voilà. Mais attendons de voir ce qu'il va donner. Et il nous reste un dernier sujet avant d'aborder tout ce que les auditeurs
d'auditeurs nous demandent par ailleurs, c'est celui d'un massacre supplémentaire au Congo, puisque 43 civils ont été tués il y a 2 jours à peine, dans une attaque perpétrée par les djihadistes affiliés à l'État islamique. 43 civils donc, ont été tués en République démocratique du Congo par les ADF et qui donc ont d'ailleurs l'habitude de massacrer les gens très tranquillement, puisque là les gens disaient c'est un massacre après une accalmie. Alors effectivement c'est une accalmie si on veut, c'est-à-dire ils n'avaient pas massacré depuis février. Donc voilà, entre février et juillet il n'y avait pas eu de massacre, en tout cas pas de massacre de masse. Là ils en ont tué 43, en février ils en avaient tué 70 en les décapitant à la machette. Évidemment, l'ONU condamne avec la même force et d'ailleurs la même efficacité que toutes les condamnations de l'ONU. Et on est quand même absolument stupéfait. Le Congo est ravagé par une guerre civile depuis des années sans que quiconque ait l'air de s'en émouvoir véritablement. Et on laisse la République démocratique du Congo et ses voisins, le Rwanda et les autres, se massacrer les uns les autres. Sinon dans l'indifférence, en tout cas dans un aveu d'impuissance totale de la part de puissances qui pourtant sont parfaitement capables de s'engager ailleurs. Pourquoi ? Et surtout, comment se fait-il que ces massacres par dizaines et maintenant par centaines, voire par milliers de chrétiens n'émeuvent pas plus l'ONU et ne déclenchent pas chez les députés à l'Assemblée nationale de vigoureuses protestations et des déclarations admirables ? Accessoirement, ça révèle la profondeur de la descente vers le sud de l'islam. Absolument. Hein, l'islam, il n'était pas au Congo il y a 50 ans. Si effectivement, si les rebelles ADF affiliés au groupe État islamique le font, c'est parce qu'ils veulent établir un État islamique ici aussi. Califat. Et vous avez raison, c'est en train de se répandre. Il y a une expansion musulmane absolument incroyable en Afrique subsaharienne. Oui. Ce sont les vaguelettes du printemps arabe. Alors, je ne sais pas si... La fin de Kadhafi, tout ça, ça a déstabilisé énormément l'Afrique. Et la fin de la France-Afrique également. Voilà. Donc, effectivement, j'ai appris d'ailleurs, grâce à vous, ce massacre, on n'en parle pas. J'ai regardé sur Internet, il y a très, très peu d'articles qui en parlent. Il y a très peu d'articles qui en parlent longuement. Il y en a. Ça fait 5 lignes. La Charente libre, il y a consacré un grand article, mais voilà, c'est la Charente libre. C'est pas c'est moins. Voilà, il y a d'autres conflits qui ont l'air de déclencher plus d'appétit et plus d'intérêt. Arthur de Vatrigan, sur ces massacres, évidemment, je prends les derniers en date, c'est-à-dire ceux du Congo, mais en fait, c'est la religion chrétienne qui est la plus persécutée au monde encore aujourd'hui. Il faut le rappeler, c'est 1 chrétien sur 10 qui est persécuté, c'est 13 chrétiens par jour qui meurent, majoritairement en Afrique subsaharienne et majoritairement au nom de la religion de paix et de l'amour qu'est l'islam. Malheureusement, ça fait longtemps que l'Afrique n'émeut plus l'Occident. L'Occident a tourné les yeux, ne regarde plus ce qui se passe en Afrique parce que des massacres, il y en a tous les jours, des génocides, il y en a eu plein et il n'y a jamais eu de manif place de la République depuis des décennies. Pour des massacres ou pour des génocides en Afrique. L'Afrique, on s'en fout, on tourne le dos à l'Afrique, ce qui est un peu embêtant parce que plus de façon... si vous regardez, en effet, il y a l'islamisation de l'Afrique grandit très vite, et même des villes qui n'étaient pas comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, je sais que d'après certains, dans des rendez-vous un peu importants d'élite, ils ne servent plus à boire, les femmes sont de plus en plus voilées, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et malheureusement, l'islamisation de l'Afrique va ajouter des vagues aux vagues déjà présentes d'immigration. Et ça va être une des causes de plus. Ce n'est pas fait pour arranger l'Europe, mais l'Europe détourne les yeux. Et accessoirement, on voit en Europe, en tout cas on voit en France, de plus en plus de femmes africaines et de femmes africaines voilées. Donc il y a un double phénomène. Dans l'immigration que nous subissons, il y a de plus en plus d'Africains noirs et de plus en plus d'Africaines noires voilées, donc islamisées. Et d'ailleurs, rappelons que l'un des discours des ONG, c'est d'expliquer que les premières victimes des islamistes, ce sont les musulmans, c'est-à-dire que les musulmans eux-mêmes, évidemment, se retrouvent coincés sous la loi de fondamentalistes qui vont des exigences qui surpassent celles d'un islam normal. Dans un continent qui va doubler sa population en 30 ans.
Oui, c'est le seul continent, effectivement, où les problèmes de fécondité et de fertilité ne se posent pas, en tout cas pas encore. Même si on a l'impression, Jean-Yves Le Gallou, que la bombe démographique qu'on nous annonçait est en train non pas de faire long feu, mais quand même. C'est-à-dire, même les populations en Asie, ça s'effondre, en Chine, ça s'effondre, en Turquie, ça s'effondre. Autrement, en Europe, évidemment, ça fait longtemps que, même en France, ça y est, il y a maintenant plus de morts que de naissances par an. Donc, on nous annonçait qu'il fallait avorter dans le monde entier parce que sinon, plus personne n'arriverait à manger. Et en fait, pratiquement tous les pays du monde sont maintenant en dessous du seuil de renouvellement, à part quelques pays musulmans, pas tous, et à part l'Afrique. Donc il y a vraiment un fossé considérable sur le plan démographique entre l'Afrique et le reste du monde. Et le problème démographique africain, le risque, c'est qu'il se répande sur l'ensemble du monde par le remplacement des populations. Puisque le surplus démographique africain, il se répand sur le reste. Il se répand sur l'Europe, mais il se répand aussi sur le Maghreb, il se répand un peu partout. Alors, le Maghreb qui a des techniques bien à lui pour faire en sorte de pallier la submersion migratoire. On colle les immigrants dans le désert, on les laisse mourir. C'est effectivement une méthode qui témoigne du haut degré de civilisation qu'ils ont atteint. Arthur de Vatrigan, revenons quand même après cette petite parenthèse sur l'immigration. On est sur Radio Courtoisie, ça aurait été étonnant qu'on réussisse à ne pas en parler pendant 1h30. Faut déjà éviter de m'inviter. Malgré les sujets que j'avais choisis soigneusement pour éviter de... C'était un pari que je m'étais fait à moi-même. On va réussir à passer 1h30 le lundi soir sans en parler. Voilà, il ne fallait pas m'inviter. Jean-Yves, je tiens à vous avoir. Vous n'avez dit que des choses intelligentes par ailleurs, donc ça aurait été dommage. Par ailleurs. Ça aurait été dommage de s'en priver. Arthur de Vatrigan, cette espèce d'angle mort des déclarations humanistes, même et le fait que l'Assemblée nationale ne se soit pas levée, le fait que le Parlement européen n'ait pas lancé une vaste campagne. Est-ce qu'on peut parler, malgré tout, alors qu'on nous parle beaucoup d'antisémitisme, alors qu'on nous parle beaucoup d'islamophobie, est-ce qu'il y a une christianophobie ou est-ce que c'est comme le racisme anti-blanc, une notion interdite? Et est-ce que on doit considérer que, étant donné les lourds péchés des chrétiens dans le monde qui ont osé apporter la civilisation à la planète entière, il n'est pas normal qu'ils s'effacent et si possible dans d'atroces souffrances? Alors en Afrique, je ne pense pas qu'on est encore au niveau du racisme anti-blanc qui est un déni et on essaie d'inventer un contre-récit pour masquer au maximum le racisme anti-blanc. Je pense qu'en Afrique, les gens s'en foutent, c'est tout. Je pense qu'ils s'en foutent complètement. En France, je dirais pas ça. Quand des églises crament, quand vous avez des professions qui sont attaquées par l'extrême gauche, évidemment que c'est une... J'aime pas le dire christianophobie, ça fait vraiment... Ces termes-là m'ennuient un peu. Oui, on a l'impression de reprendre le vocabulaire de l'ennemi, c'est très énervant. Oui, c'est ça qui est un peu agaçant. On veut pas ni reprendre leur méthode, ni leur vocabulaire, ni leurs idées, en fait. Et si on n'est pas comme eux, c'est parce qu'on veut pas être comme eux, donc on va pas faire comme eux. Mais il y a une haine en France, évidemment, de la chrétienté, alors qui est de moins en moins importante, étant donné que la chrétienté est en train de disparaître. Donc forcément, la haine envers la chrétienté, ça me nuise. Mais pour le coup, en Afrique, je pense que c'est juste un mépris, une ignorance et que ça les intéresse pas. C'est pas parce que c'est des chrétiens ou je pense qu'ils s'en foutent, en fait. Ils s'en moquent. Merci beaucoup, Arthur de Vatrigan. Et ils s'en moquent sans doute parce que voilà, on passe par pertes et profits, quelque chose qui a formé le monde et qui aujourd'hui paraît être totalement dépassé. Les auditeurs de Radio Courtoisie continuent à nous écrire, l'un pour nous expliquer qu'il est très étonné que sur la Russie et sur l'Ukraine, nous soyons capables d'avoir des avis tranchés, alors que sur la Palestine et sur Gaza, nous étions très prudents. Alors, une fois de plus, vous avez raison de le ressentir de cette manière-là. Comme d'autres, au contraire, ont considéré que nous avions des opinions extrêmement tranchées. On voit à quel point les mêmes propos produisent des effets différents. Un autre nous dit « Aujourd'hui, je pense que ceux qui subissent et qui sont persécutés et tués, ce sont les musulmans en Palestine, en Syrie, en Iran. Et cela ne date pas d'aujourd'hui, mais depuis plus de 80 ans, c'est-à-dire depuis cette anomalie que fut la partition de la Palestine. » Alors, si véritablement on veut dire que les musulmans sont des victimes, on peut expliquer que, d'une manière générale, la conquête par les troupes de Mahomet a fait énormément de victimes chez les populations locales et qu'effectivement, après,
ces musulmans se sont persécutés les uns les autres et que d'une façon générale, la conquête par l'islam du monde entier, depuis la Corne d'Or jusqu'à l'Algérie, a été le fait de dominer les populations, de les forcer à se convertir à l'islam, et ceux qui ne se convertissaient pas étaient des dhimmis ou des esclaves. Et donc, il y a une oppression musulmane systématique qui ne date pas de de l'apparition de l'État d'Israël et de la partition du pays entre Palestine et Israël. Voilà, la religion de paix et d'amour a décidé d'installer une théocratie et on a rarement vu que ça produisait une véritable paix où que ce soit. Et au contraire, oui, il y a des gens qui souffrent dans les régimes islamistes. Un autre nous dit, et c'est peut-être le dernier sujet qu'on abordera en 5 minutes, hier des harpies sont entrées dans l'église de la Madeleine au prétexte de défendre la Palestine. Il a fallu que la police intervienne et que le curé réagisse en faisant appel à eux. Le vrai combat est celui que tous les gens mènent contre les catholiques considérés comme des gêneurs pour la réalisation du mondialisme que l'on veut nous imposer. Oui. Jean-Yves Le Gallou. Est-ce que c'est une façon intelligente de défendre la Palestine que de débarquer dans une église en expliquant qu'il y a des enfants qui meurent à Gaza, comme si le pape n'avait rien dit, comme si les évêques ne disaient rien, parce que malgré tout, contrairement à ce que pensent ces militants pro-palestiniens, en fait, le pape Léon XIV a l'air, lui, de savoir ce qui se passe à Gaza et de considérer que ça, c'est pas bien. Je pense qu'ils font feu de tout bois et qu'ils pensent que s'ils envahissent une église, on va en parler. Et puis c'est une manière de culpabiliser un peu plus l'église, j'imagine. Pour des raisons qui nous échappent à tous, étant donné que, évidemment, dans la bande de Gaza, elle n'est pas réputée faire le jeu du Hamas. Arthur de Vatrigan, sur cet épisode de la Madeleine, un petit mot ? Les gauchistes ont décidé de transformer la France en amphi de Tolbiac. Donc, c'est des rues, des églises, ce sont les parcs, c'est l'Assemblée nationale. Voilà, pour eux, il n'y a pas de limite. Ils vont partout. Très bon résumé. Les gauchistes ont décidé de transformer la France en AG de Tolbiac. C'est vraiment une excellente formule. Qui reflète bien la réalité. C'est pas seulement une formule, c'est une très bonne. Charles-Henri Deloy, sur cet ultime avatar, avant le prochain. C'est tellement facile d'aller dans une église. C'est tellement facile. Est-ce qu'ils vont dans une synagogue? Est-ce qu'ils vont dans une mosquée? Non, ils vont dans une église, on me dirait dans une mosquée, et on les aurait peut-être laissés rentrer, mais quoique, non, à mon avis, on en aurait entendu peut-être encore plus parler. Mais alors, moi non plus, j'aime pas ce terme de christianophobie, mais elle existe quand même en France, ne serait-ce que quand on voit comment est traité comment dirais-je, les affaires, soi-disant, vous savez, de mœurs, tout ce qui touche à la vie des prêtres, c'est toujours regardé d'une façon goguenarde. J'ai vu encore un reportage sur le village de Riaumont parce que en 20 ans, il y a un surveillant qui a donné 2 gifles. Donc, il y en a un ancien élève qui maintenant a 45 ans, est en train de chouiner pour demander réparation. Enfin, je veux dire, tout est traité d'une façon à discréditer la religion catholique, l'éducation dans les écoles catholiques. Et pour moi, c'est clair que de toute façon, c'est effectivement le catholicisme, je dis bien traditionnel, qui est le meilleur rempart à la mondialisation. Donc, cherchez d'où viennent les coups, vous verrez quel est votre ennemi. Et on voit très bien qu'il faut absolument mettre fin au catholicisme traditionnel. Heureusement, d'ailleurs, ça ne fait que renforcer les catholiques traditionnalistes qui n'ont jamais eu autant de succès que depuis une vingtaine d'années. Et effectivement, alors, comme le dit le vieil adage, voilà, le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Donc, j'espère qu'on n'en viendra pas là. Il y a un épisode que nous avons manqué, puisque je ne peux pas jouer avec Pierre-Alexandre Bouclet pour que nous alternions comme un chœur antique le récit des largesses que vous nous faites. Et pourtant, c'est très important pour nous de vous remercier et de vous remercier chaque fois que vous nous faites un don petit ou un grand don. Et notamment cet auditeur de Cherbourg en Cotentin qui envoie 300 €. J'écoute votre radio depuis 30 ans, nous dit-il. Un ami de Caen m'avait dit sur un ton goguenard que les vieux schnocks que j'y entendrais me plairaient beaucoup. Il avait raison.
J'ai aimé écouter les anciens intervenants. J'insisterai sur la qualité des émissions, sur leur durée qui permet aux invités de développer une pensée complète et structurée et d'argumenter leurs exposés. Continuez à émettre en conservant la liberté de ton et que les resquilleurs passent à la caisse. Et voilà, merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir considéré que vous étiez un digne compagnon de route des vieux schnocks et même des jeunes schnocks. Il y en a certains qui ont juste fait leur journée de la défense. Et il y en a d'autres, encore plus jeunes que lui, parmi les patrons d'émissions. Une auditrice de Signy, dans les Ardennes, envoie 200 €. En réponse à votre appel d'été, je vous adresse mon aide ponctuelle. Je vous souhaite un grand courage pour défendre la liberté. Mais d'autres nous disent, comme cette auditrice de Versailles, dans les Yvelines, qui envoie 30 €, vous n'êtes pas seul. À notre époque de régime totalitaire, je souhaite participer selon mes moyens à votre maintien, plus encore à votre rayonnement dans notre société moribonde. Bravo pour Ligne Droite. Sans vous, ni télévision et bien d'autres, nous serions démunis. Voilà. Merci vraiment à vous tous de nous soutenir, de permettre cette émission comme toutes les autres et de faire en sorte que cette radio, qui est votre radio, qui ne vit que par vos dons, que par vos largesses, que par votre engagement, puisse continuer à vivre. Et dans les 21 secondes qui me restent, je remercie beaucoup Arthur de Vatrigan, Charles-Henri Deslois et Jean-Yves Le Gallou d'avoir bien voulu participer à ce libre journal qui va connaître une deuxième partie où je recevrai Jean-René L'Admiral pour parler d'identités et de culture au pluriel. Merci beaucoup et à très bientôt sur Radio Courtoisie.